bien, bonsoir et bienvenue à toutes et tous. Nous sommes hyper heureuses avec Laure de vous retrouver ce soir pour cette webconférence dédiée à la médecine personnalisée. Et nous allons donc parler ce soir de cancer du poumon et de cancer colorectal. La médecine personnalisée, on en entend beaucoup parler depuis quelques années dans les cancers du sein, notamment qui avaient ouvert la voie avec les biomarqueurs HER2 et qui ont bouleversé la prise en charge de certaines patientes. Et cette révolution est arrivée depuis quelques années maintenant dans les cancers du poumon et les cancers colorectaux, avec un impact sur le parcours de soins des patients. Et nous le verrons avec le témoignage de Carole qui va nous rejoindre et qui est une patiente atteinte d'un cancer du poumon et qui a eu une caractérisation, qui va nous parler de la caractérisation de sa tumeur. Un congrès d'ailleurs a été dédié la semaine dernière à cette médecine prédictive et personnalisée et nous avions donc très envie avec Laure de vous permettre de comprendre ces grandes avancées dans les cancers du poumon et colorectaux et comment les anapathes caractérisent la tumeur pour qu'ensuite les cliniciens donnent le traitement et le parcours de soins qu'on dit maintenant personnalisé. Nous aurons donc la chance d'être entourés ce soir de deux anatomopathologistes, le docteur Guignat et le docteur Dardig de Gustave Roussy et de deux cliniciens, le docteur Neuzillet de l'Institut Curie et le professeur Bess de Gustave Roussy. Merci à vous de vous être rendu disponible ce soir pour être avec nous. Vous répondrez donc aux questions que c'est l'exercice que les gens nous posent sur l'onglet et à une seule condition, bien évidemment. Donc pour les auditeurs qui connaissent bien les règles maintenant, nous ne prendrons en compte que les questions d'ordre général. Cette webconférence n'a pas pour vocation à être de la téléconsultation. Et le docteur de bureau sera aussi par écrit sur le chat pour répondre également à vos questions d'ordre général. Et ben, je vous souhaite à toutes et tous une excellente webconférence. Je laisse la parole maintenant à Laure. Laure, c'est à toi. Bonsoir, alors bienvenue à toutes et à tous. On est absolument ravis effectivement d'aborder ces thèmes complexes, assez pointus, mais on s'en rend compte au quotidien sur nos réseaux. La médecine personnalisée, les biomarqueurs, les caractérisations, c'est compliqué à comprendre, notamment quand on est au début d'un parcours, quand on est au moment du diagnostic. Il nous a paru extrêmement important d'apporter des clés de compréhension de pourquoi on va faire une biopsie, qu'est-ce qu'on va y chercher, qu'est-ce qu'on va y trouver, en quoi cela impacte à la fois les traitements, mais aussi dans certaines situations des recommandations pour la famille ou pour des recherches de syndrome ou de prédisposition. Donc on va pouvoir aborder tous ces sujets et effectivement on est en résonance avec l'actualité, à la fois parce qu'il y a eu il y a pas très longtemps un grand congrès de l'ESMO qui a aussi mis en avant ce qu'on va appeler tout ce qui est theranostique, en fait toutes les avancées de l'ordre du traitement qui vont être ciblés et puis cette médecine personnalisée avec des évolutions très importantes. Alors, pour rendre les choses très concrètes, effectivement, on a prévu avec Oriane d'inviter donc Carole, qui est une utilisatrice de mon réseau cancer du poumon, à nous rejoindre pour qu'elle partage avec nous son expérience. Je vais lui poser quelques brèves questions et donc bienvenue à Carole qui devrait nous rejoindre sur scène. Bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir Carole. Alors Carole, vous êtes de quelle région? Alors je suis d'Occitanie aujourd'hui, donc plus précisément je suis à Perpignan. Alors bonsoir, merci beaucoup donc d'accepter de témoigner de votre parcours. Déjà, en quelle année et comment avez-vous été diagnostiquée de votre cancer du poumon? Alors j'ai été diagnostiquée donc en 2014. Maintenant, ça va faire bientôt 7 ans. Au départ pour des douleurs osseuses, donc qui ont dégénéré, qui se sont aggravées. Donc j'ai été hospitalisée et suite à de nombreux examens à tous les niveaux, scanner, IRM cérébral, etc., est tombé le verdict cancer du poumon métastatique avec des atteintes osseuses, hépatiques et cérébrales. Et là, du coup, au début de ce parcours, donc, vous avez donc une biopsie. Quel type de biopsie et qu'est-ce qu'on
qu'est-ce qu'on a trouvé et qu'est-ce qu'on vous a expliqué à ce moment-là? Alors effectivement, donc biopsie, alors le nom, je me souviens jamais, passe par le nez pour atteindre le... Je n'ai jamais le nom en mémoire. Et donc, cette biopsie a révélé une mutation EGFR de l'exome 19. Voilà, à cette époque-là. Donc, j'ai immédiatement été placée sous thérapie ciblée, les premières générations de thérapie ciblée pour le GFR. Et donc, dans votre parcours, par la suite, donc vous avez eu ces traitements donc ciblés. Dans la pratique, ça se passe comment? Et puis, quelles ont été les autres étapes depuis? Alors, faut savoir que bon, sur mon parcours, là, bien évidemment, en 7 ans, il y a eu beaucoup de... Donc, j'ai quand même bénéficié des 3 thérapies ciblées pour les 3 générations pour le GFR. Durant ces années. Entre-temps, la maladie qui a beaucoup régressé dès le départ, bon, après est repartie, etc. Donc, entre-temps, j'ai eu des thérapies dites classiques à base de sel de platine, plus une immunothérapie aussi. Voilà, donc oui, j'ai à peu près fait le tour le tour de la question. Voilà, donc j'ai eu 6 lignes de traitement aujourd'hui. Et dans cette période-là, donc, il a fallu faire d'autres biopsies, des biopsies du même type ou différentes? Alors, j'ai pu bénéficier de 2 autres biopsies, mais qui ont été des biopsies liquides, donc par prise de sang pour voir l'évolution de la mutation. Effectivement, au départ, j'avais une mutation EGFR de l'exome 19, et puis ensuite j'ai eu une mutation de la mutation donc T790M plus exactement, et donc voilà, donc j'ai eu ces deux vraiment biopsies. Je n'ai pas eu dans mon parcours de nouvelles biopsies, sauf le mois dernier. Et alors justement, le mois dernier, c'était quoi le genre de biopsie? Là, on a refait une biopsie de tissu, donc pas par une prise de sang, c'est bien ça? Voilà, tout à fait. J'ai refait une biopsie. Cette biopsie avait pour but, il faut dire que j'ai demandé un essai clinique qui puisse éventuellement correspondre à mon cas. Le professeur et mon oncologue ont demandé une biopsie récente pour vraiment définir mon profil. Et donc, j'ai été biopsiée, mais j'ai été biopsiée sur une métastase, car au niveau du poumon, je n'ai plus de tumeur active. Voilà. Merci beaucoup. Alors, en fait, votre témoignage, il est très intéressant. Il va nous permettre, en fait, d'ouvrir, en fait, et donner la parole à nos intervenants pour justement qu'ils nous expliquent tout ce qu'on va rechercher avec la NAPAT dans ces biopsies diverses, les biopsies donc qui peuvent être faites sur la tumeur donc du poumon, en tout cas la tumeur de l'organe touché, ou bien biopsie liquide, ou bien biopsie de métastase. Donc qu'est-ce qu'on va y trouver? On voit aussi que la maladie peut évoluer, qui est donc à différentes étapes de la maladie. On peut faire des rebiopsies. Et donc, je vais laisser la parole et vous remercier, Carole, pour ce témoignage. Bien sûr, vous restez avec nous pour les questions dans le chat et interagir avec nous. Et je pense que ça montre combien déjà on peut vivre un certain nombre d'étapes avec ces maladies, tout en étant surveillé et avec ces éléments très précis qui permettent d'ajuster les traitements tout au long du parcours de soins. Merci beaucoup. Et donc, je vais donc laisser Oriane passer la parole à notre première ANAPAT. Merci beaucoup, Carole. Alors, vous avez plein de messages de soutien, la guerrière, etc. Donc, super. Merci beaucoup. Alors, je tenais à préciser aussi que Carole est patiente experte, d'où aussi cette connaissance très affûtée du parcours et de la pathologie. Donc, effectivement, la première partie, nous allons commencer par le poumon avec le docteur Guignard. Vous êtes anatomopathologiste à Gustave Roussy.
C'est-à-dire que vous analysez les biopsies, tout ce dont a parlé Carole, vous caractérisez et vous donnez la carte d'identité de la tumeur, si on peut l'appeler comme ça. Et votre rôle, comme celui du docteur Darty, qui est à côté de vous, donc est central dans la prise en charge du cancer. Bonjour, docteur Guignat, merci d'être parmi nous. On va partager vos slides. Bonjour à tout le monde et merci beaucoup de m'avoir invité à cette conférence web. Donc moi, je vais parler d'abord du rôle de l'anapathe dans le parcours de soins d'un patient atteint avec cancer du poumon. L'anatomopathologiste est un médecin qui n'a pas de lien direct, de relationnel direct avec le patient, mais on le fait au travers de la rédaction d'un compte-rendu d'anatomopathologie qui est un document qui est très technique et qui nécessite d'un intermédiaire. Et cet intermédiaire, c'est l'oncologue médical, qui représente donc cet anneau de conjonction entre nous et le patient. L'anatomopathologiste est un médecin qui analyse des prélèvements biologiques de patients. Il s'agit de cellules, donc d'éléments cellulaires qui ont été extraits de leur environnement natif, que nous, on analyse au laboratoire. Il peut s'agir aussi de fragments de tissus, des petits fragments de tissus, c'est-à-dire des biopsies à l'aiguille d'une lésion, par exemple d'un nodule pulmonaire, ou bien on analyse une pièce opératoire. Et la pièce opératoire peut correspondre à un fragment d'un organe ou à un organe entier. Et l'analyse de la pièce opératoire prend effectivement pas mal de temps parce qu'elle nécessite de quelques étapes, notamment une étape macroscopique où l'on décrit à l'œil nu la pièce qu'on reçoit, on mesure, on localise correctement la lésion tumorale et la distance par rapport aux limites de résection. Après, lors de cette étape, on fait des prélèvements qui sont des prélèvements qui suivent des recommandations standardisées pour la prise en charge des pièces macroscopiques sur la tumeur, la limite de résection, le tissu à distance de la tumeur. Et tout ça pour pouvoir aboutir à un compte-rendu d'anatomopathologie où l'on indique le diagnostic, mais aussi où on indique la stadification de la tumeur. Donc nous, les anatomopathologistes, on travaille essentiellement sur des tissus, des cellules, des biopsies ou des pièces opératoires. Et c'est là-dessus qu'on va analyser les biomarqueurs, et dans mon cas spécifique, les biomarqueurs du cancer du poumon. Je voudrais dire aussi autre chose, que l'anatomopathologiste n'est pas un médecin qui travaille tout seul dans son coin, mais c'est un médecin qui interagit avec d'autres confrères, d'autres spécialités, et ça c'est lors de la réunion de concertation pluridisciplinaire. Et lors de ces réunions, nous, on peut confronter nos résultats, donc nos conclusions, avec celles d'autres confrères, d'autres disciplines, comme par exemple les radiologues ou les oncologues, et donc avoir une vision globale de la présentation clinique et radiologique et anatomopathologique de la maladie. Voilà, c'est quoi un biomarqueur, tout d'abord? C'est une substance, c'est une molécule. Il peut s'agir d'une protéine ou il peut s'agir, par exemple, d'un fragment d'acide nucléique, par exemple d'ADN ou d'ARN. Et ces biomarqueurs sont détectables dans le tissu. Alors, quelles sont les typologies de biomarqueurs qu'on retrouve dans le cancer thoracique? On a des biomarqueurs qu'on utilise pour faire le diagnostic, c'est-à-dire des biomarqueurs histologiques. Et disons que les biomarqueurs histologiques les plus utilisés dans la démarche diagnostique anatomopathologique des cancers du poumon sont par exemple le TTF1, qui nous permet de bien marquer les cellules tumorales adénocarcinomateuses, c'est-à-dire c'est un marqueur qui désigne un sous-type particulier de cancer du poumon qui s'appelle adénocarcinome, ou bien la P40, qui est un autre biomarqueur tissulaire histologique et qui a une valeur diagnostique et qui
par contre, est exprimé dans un autre sous-type de cancer du poumon, qui est le carcinome de souche malpighienne ou épidermoïde. Il est très important de faire cette distinction parce que sur la base du diagnostic, on peut identifier les biomarqueurs théranostiques qu'on va décider d'identifier sur ces prélèvements. Et il est très important aussi de bien gérer les prélèvements parce que le plus souvent, le diagnostic de cancer est un diagnostic qui est posé sur des prélèvements de petite taille, c'est-à-dire des prélèvements cytologiques ou bien des prélèvements biopsiques, c'est-à-dire des petits fragments de taille souvent millimétrique de tissu. Alors ça, c'est un schéma qui illustre de façon synthétique notre mode de fonctionnement. C'est-à-dire, il y a une suspicion clinique de tumeur thoracique, de cancer du poumon. Donc, cette lésion est identifiée à l'imagerie. On décide de faire un prélèvement qui peut être une biopsie ou un prélèvement cytologique. Donc, nous, les anatomopathologistes, on obtient l'histologie de cette lésion. Donc, on a une première étape de notre analyse qui est une étape d'analyse morphologique. Sur la base de cette analyse morphologique, c'est-à-dire de l'aspect au microscope de la tumeur, on décide quel biomarqueur diagnostique utiliser pour faire le diagnostic. Parce qu'on a des catégories qui sont différentes de cancer pulmonaire et qui nécessitent une prise en charge différente. Donc, et les deux catégories qui peuvent bénéficier de biomarqueurs théranostiques, c'est-à-dire qui peuvent orienter vers un traitement ciblé, sont surtout l'adénocarcinome et le carcinome à grande cellule, c'est-à-dire le carcinome bronchopulmonaire non à petite cellule, non épidermoïde. Bien évidemment, même le carcinome à petite cellule est un carcinome qui est exclu des thérapies ciblées actuellement. Et quel biomarqueur théranostiques? Bon, les mutations du gène EGFR, qui peuvent se situer au niveau de l'exon 19, de l'exon 20, de l'exon 21, ou bien d'autres altérations génétiques. Cette fois-ci, on parle de fusions oncogéniques qui peuvent intéresser le gène ALK, ROS, RET. J'ai aussi indiqué d'autres gènes un peu plus rares, comme NTRK, NRG1, qu'on peut tester directement dans le tissu par des techniques différentes. Par exemple, par une technique dite d'immunohistochimie qui est couramment utilisée dans le laboratoire d'anatomopathologie, ou par hybridation in situ, qui est une technique de cytogénétique, donc un peu plus différente, et qui relève de l'expertise aussi d'un cytogénéticien. On peut avoir les mutations BRAF et HER2, et pour ces deux mutations, là aussi, on a un traitement ciblé, c'est MET-exon 14, et on arrive à PDL1. PDL1, c'est un biomarqueur théranostiques. Il s'agit d'une protéine qui peut être plus ou moins exprimée au niveau du tissu tumoral et qui peut orienter vers une immunothérapie plus ou moins associée à une chimiothérapie et à une radiothérapie. Alors, comment on évalue une fois qu'on a indiqué, qu'on a posé le diagnostic, l'évolution de ces biomarqueurs? Donc, le patient, une fois qu'il a reçu le diagnostic, il est adressé, il suit un certain parcours thérapeutique, il est constamment surveillé par des imageries itératives et au cours de ces surveillances, à l'occasion d'une reprise évolutive, on peut évoquer l'hypothèse d'une résistance à un traitement ciblé. Donc, pour pouvoir identifier ce biomarqueur de résistance, on peut faire une biopsie liquide, par exemple une prise de sang, ou bien une nouvelle biopsie, un cas par exemple d'échec d'analyse génétique sur le prélèvement de biopsie liquide. Et une fois qu'on aura analysé en génétique somatique ces deux prélèvements,
bon, on arrivera à la détection d'une mutation de résistance ou d'une autre mutation et qui pourront permettre donc l'adaptation du traitement. Donc ça, ce sont des étapes fondamentales où l'anatomopathologiste agit, et il agit en évaluant, par exemple, sur une nouvelle biopsie, le pourcentage des cellules tumorales. Et ce pourcentage de cellules tumorales est très important. C'est une information qui est très importante pour les généticiens, pour qu'ils puissent correctement identifier sur ce type de tissu qui peut être plus ou moins adéquat et qui peuvent donc utiliser ce tissu pour faire des analyses génétiques extensives à la recherche justement de ces biomarqueurs de résistance. Donc avec cette diapositive, moi, je termine. Et voilà, ça, ce sont les références sur lesquelles je me suis essentiellement basée pour cette présentation qui est assez synthétique de notre rôle dans le diagnostic et ensuite dans la thérapeutique des cancers pulmonaires. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, Dr Guignard. Je crois que Laure, tu voulais poser une question avant la transition du professeur Besse qui répond à quelques questions. Donc, envoyez-nous. Voilà. Alors, il y a déjà beaucoup de questions extrêmement intéressantes dans la section questions. On ne va pas tout y répondre maintenant, mais il y en a une première que j'aurais voulu poser au docteur Guignard, c'est de savoir si cette recherche finalement de caractéristiques se fait uniquement pour les personnes qui sont en situation métastatique au moment où on découvre donc leur cancer du poumon, ou est-ce qu'on va rechercher par exemple ces caractéristiques de mutation également pour une personne qui a un cancer localisé? Alors, pour quelqu'un qui a un cancer localisé, effectivement, on a d'autres options thérapeutiques que la chimiothérapie. Il y a la chirurgie qui a un rôle très important. Effectivement, il n'est pas proposé tout de suite un traitement ciblé. Donc, effectivement, il n'y a pas tellement nécessité de rechercher ces mutations tout de suite, vu qu'il n'y a pas un enjeu thérapeutique derrière imminent. Toutefois, c'est une information qui est très importante et que, à mon avis, il faudrait rechercher d'emblée. Moi, effectivement, j'ai ce mode de fonctionnement. À l'occasion d'une biopsie, il y a donc un certain nombre de marqueurs diagnostiques que je demande de façon systématique. En même temps, je demande de façon assez systématique des biomarqueurs théranostiques parce que c'est une information qui peut être utile par la suite pour le suivi et pour la prise en charge prochaine du patient. Merci beaucoup. Donc, on a effectivement plein d'autres questions, mais je propose, comme le professeur Benjamin Besse a prévu de nous expliquer plein de choses, on écoute tout d'abord parce que probablement, on aura beaucoup de réponses et ensuite, on reviendra vers vous deux pour les questions. Alors, juste un petit mot d'introduction. Nous avons l'extrême chance d'être avec le professeur Benjamin Besse, qui est oncologue médical à Gustave Roussy et spécialisé dans les cancers thoraciques. Et il est également directeur de la recherche clinique à Gustave Roussy. Donc, il va pouvoir nous parler aussi des perspectives. Et il était très tenté par répondre à nombreuses de vos questions. Donc, nous allons lui poser dès son topo terminé. Monsieur professeur Besse, c'est à vous. Merci Laure et Oriane. Merci pour cette invitation. C'est toujours un immense honneur d'être en direct avec des patients. Alors ça, c'est ce qu'on appelle les liens d'intérêt. Je touche pas d'argent, ça va directement à mon hôpital pour faire de la recherche. Et je vais peut-être parler de votre histoire et je vais peut-être même avoir des mots compliqués, peut-être des mots durs sans le vouloir. Mais je vais le faire le plus naturellement possible. Alors, comment on décide? Maria Rosa vient de vous l'expliquer. On a une suspicion de cancer bronchique parce que on a toussé depuis quelques semaines, parce qu'on a eu des douleurs osseuses comme Carole.
on fait une radio, un scanner, il y a une boule dans le poumon. Le poumon, c'est un organe qui n'est pas innervé, qui fait pas mal. Alors, on fait deux choses en parallèle. On fait un complément d'examen pour savoir où est localisé le cancer et définir son stade. Stade 1, par exemple, localisé à un poumon. Stade 4, qui va être disséminé à d'autres organes. Et puis, on veut avoir la preuve du cancer avec la biopsie qui va être interprétée par Maria Rosa. Et l'étape d'après, c'est celle que Maria Rosa vous a décrite, c'est faire un profil moléculaire pour comprendre quels sont les gènes du cancer qui sont mutés. On sait qu'un cancer bronchique a à peu près 250 gènes mutés, mais là, ce qu'on veut rechercher, c'est le talon d'Achille. Le talon d'Achille, c'est ce gène muté qui va produire une protéine aberrante et qui va être une cible pour nos médicaments. Alors, on appelle ça l'addiction à l'oncogène. Alors l'addiction, on la connaît, c'est aux substances, à l'alcool, à la cigarette. Il y a des nouvelles addictions maintenant, mais on va parler d'addiction parce que ça veut dire que le cancer dépend d'un signal. Et le signal, il vient de ce gène muté. Et donc, on parle d'addiction oncogénique ou de tumeur addicte. Alors, on va être, par exemple, face à une tumeur addicte au signal de GFR parce qu'il y a une mutation sur le gène GFR. On va parler d'une addiction à ALK parce qu'il y a une anomalie sur le gène ALK qui ne s'appellera pas une mutation mais une fusion ou un réarrangement. Même chose pour ROS1. Et on trouve de plus en plus de gènes. Aujourd'hui, on doit en rechercher 5 parce qu'on a 5 médicaments sur le marché, mais on sait qu'on a d'autres médicaments qui arrivent et on aura probablement une dizaine d'anomalies à rechercher qui va correspondre à peu près aujourd'hui à un tiers des patients. Alors notre but, c'est bloquer ce signal, cibler cette addiction parce qu'on sait que sans ce signal, la cellule tumorale, elle va soit s'arrêter, soit se détruire elle-même. C'est un système qui s'appelle l'apoptose. C'est le harakiri de la cellule qui existe dans toutes les cellules, mais qui ne fonctionne pas très bien dans la cellule tumorale. Et là, le signal est tellement important qu'en retirant ce signal, certaines cellules vont déclencher ce signal d'apoptose et mourir. Alors, ces anomalies, elles sont le plus souvent rares. EGFR, qui est la plus fréquente, c'est 10% des patients atteints d'un cancer bronchique. Et elles sont souvent chez des patients non ou peu fumeurs. Alors, il y avait une question qui était, est-ce qu'on les recherche à chaque fois? Alors, on les recherche la plupart du temps. La première information, c'est quand Maria Rosa va me dire c'est un adénocarcinome ou un carcinome épidermoïde, c'est deux grands sous-types de cancer du poumon. Et quand c'est un adénocarcinome, ou en tout cas, ça n'est pas un épidermoïde, oui, là, il faut lancer la batterie. Parce que pour les épidermoïdes aujourd'hui, on n'a pas de talon d'Achille de cible. Mais parce qu'il n'y a pas assez de matériel tumoral ou parce qu'il n'y a pas assez de cellules tumorales dans ce qui a été prélevé, dans 30% des cas, dans le cancer du poumon, on a un échec, ce qui peut nous reconduire à proposer une nouvelle biopsie ou à utiliser des techniques alternatives comme ce qu'on appelle la biopsie liquide. Ce qu'on analyse dans ces tumeurs, c'est les gènes du cancer. Les gènes, ils sont sur l'ADN, les chromosomes. Tout ça, c'est la même chose. Et on sait que des petits morceaux de chromosomes, des petits morceaux du gène peuvent circuler dans le sang. C'est les cellules tumorales, en explosant, elles libèrent leur contenu d'ADN, c'est fragmenté en petits morceaux et donc on va retrouver ces petits fragments d'ADN mutés. Et donc avec ces analyses très sensibles, on peut parfois éviter de refaire une biopsie tissulaire. Et du coup, on arrive dans une situation où, sur une population globale, on peut identifier, on l'a dit aujourd'hui dans 15% des cas, mais très vite dans 30% des cas, une anomalie, un talon d'Achille qui va correspondre à un traitement. Et c'est ça la médecine de précision, c'est amener au patient le bon traitement pour qu'il ait le plus de chances d'y répondre. Alors c'est un très joli concept, mais la réalité, elle peut être un peu différente. On peut ne pas répondre au traitement, par exemple. Alors l'exemple de GFR, et je vais prendre celui-là, eh bien, donc je l'ai dit, EGFR est muté sur la cellule tumorale, il y a un signal très fort, et ce signal EGFR, il va dire par exemple à la cellule tumorale, divise-toi, divise-toi, divise-toi. Donc le but, c'est de donner un inhibiteur de GFR. Et en donnant un inhibiteur de GFR, on coupe ce signal
et donc on bloque la prolifération des cellules. Alors, pour rentrer un tout petit peu dans le détail, parce que j'ai vu une question qui était « c'est quoi un exon ?» Un gène, il est séparé en plein de petits fragments, et chaque fragment s'appelle un exon. C'est simplement une partie du gène. C'est comme un être humain, on parle de la main droite, de l'avant-bras, etc. C'est exactement la même chose. L'exon, ça situe la région sur le gène. Et dans EGFR, le cas d'EGFR, il y a 4 régions du gène qui vont compter pour les mutations. S'il est muté ailleurs, ça ne va pas compter. Mais s'il est muté sur les exons 18, 19, 20, 21, ça va être le signal que la cellule est dépendante au signal d'EGFR. Et en fonction de la mutation, exon 18, exon 20, exon 21, exon 19, ce seront des médicaments différents. Chaque exon compte un mécanisme d'action et un médicament différent. Donc pour nous, c'est très important de rentrer dans ce niveau de détail-là. Alors voilà comment on représente les choses. En fait, ça c'est une étude qui a inclus 80 patients. Chaque patient est représenté par une barre et on a la variation de la taille tumorale, avec la ligne du milieu qui est le 0. Et vous voyez que quand on donne un inhibiteur de GFR chez un patient dont la tumeur est mutée EGFR, eh bien, on a une réponse, c'est-à-dire une diminution de la taille chez l'immense majorité des patients. Alors, j'ai failli dire, patient muté EGFR, il ne faut surtout pas dire ça, c'est un patient dont la tumeur est mutée EGFR, parce que c'est bien les gènes du cancer que l'on recherche, ce n'est pas les gènes du patient. Les gènes du patient, c'est ceux qui transmettent à leurs descendants. Et là, on parle bien des gènes du cancer. Donc, quand je parle de mutation EGFR, je ne parle pas de quelque chose que l'on peut transmettre à ses enfants. C'est bien les gènes du cancer qui sont dérivés du gène du patient, mais qui sont indépendants. Et voilà, plein d'exemples. Tout ça, c'est des talons d'Achille différents. BRAF, ALK, RET, MET, EGFR, NTRK. Et donc, à chaque fois, on sait que le patient va répondre, ou plutôt, on sait qu'il risque de progresser avec une très faible probabilité. Et vous regardez, il y a une petite case, ça s'appelle NTRK, et NTRK, il y a 2 médicaments qui sont aujourd'hui sur le marché. L'Europe a dit, feu vert, on met les médicaments sur le marché, mais je vous donne un exemple de ce qu'a dit l'HAS. L'HAS, alors que l'immense majorité des patients répondent, l'HAS a dit, je ne rembourse pas le médicament, sauf dans certains cancers de l'enfant, parce que je trouve que le niveau de preuve n'est pas suffisant. Alors, je ne vais pas avoir la prétention de me substituer à l'HAS, mais je pense que dans certaines situations où la chimiothérapie apporte un bénéfice très limité, l'immunothérapie apporte un bénéfice très limité, quand on a plus de 50% des patients qui ont une réponse et que cette réponse, elle va durer 1 an ou beaucoup plus, je trouve que l'avis de l'HAS est sévère et que, en faisant ça, l'HAS bloque l'accès aux médicaments. Et ça, c'est quelque chose de fort, c'est que il faut rechercher des anomalies pour lesquelles on a des solutions thérapeutiques. Et quand on pense qu'il y a une discordance entre le bénéfice attendu et ce que l'HAS interprète, je pense qu'on pourrait aller voir l'HAS, être un petit peu plus bruyant pour dire là peut-être qu'on aurait un bénéfice à le donner ou le donner sous certaines réserves. Alors ces traitements ne fonctionnent pas à vie. Ils fonctionnent et au bout de plusieurs mois, plusieurs années, le cancer va apprendre à résister au traitement. Alors comment? En général, pour faire extrêmement simple, par exemple sur EGFR, on est sur une poche qui est mutée. Donc la poche correspond aux 4 régions du gène. Comme si on parlait d'une région, les 4 exons seraient les 4 doigts. Le médicament va aller dans cette poche-là. S'il y a une mutation sur un du doigt, il va changer de conformation et le médicament ne va plus pouvoir rentrer dans la poche. Ce n'est pas aussi simple que ça, mais ça reflète bien cette histoire. Et donc, par exemple, les premières générations d'inhibiteurs de GFR ont dans la moitié des cas, comme mécanisme de résistance, une mutation du gène EGFR. Alors, qu'est-ce que l'on a fait? On a créé de nouvelles générations. Alors, les deuxièmes ont aussi ce mécanisme de résistance, mais les troisièmes, le médicament a une forme différente qui va faire qu'il va rentrer dans la poche, même avec la mutation. Mais même cette 3e génération, au bout d'un moment, elle aura une résistance dans les cellules tumorales et il y aura des mécanismes, alors soit des nouvelles mutations, soit d'autres choses. Alors, pour rechercher cette mutation de résistance, là aussi, on a recours à la biopsie liquide, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nos algorithmes, notre mécanisme de réflexion, c'est le patient reçoit un inhibiteur de 1re génération, la tumeur résiste, je peux commencer
par une biopsie liquide, rechercher la mutation dans le sang. Si je la trouve, je donne le nouvel inhibiteur qui va fonctionner. Si je ne la trouve pas, là, je vais faire une biopsie tissulaire. Et ça fait gagner du temps à tout le monde. Et puis, de temps en temps, quand on progresse, peut-être qu'il n'y a pas assez de médicaments dans le sang. Là, on a fait une petite étude sur 41 patients. Les patients étaient traités en moyenne pendant 20 mois par leur thérapie et on a prélevé et on a vu que chez à peu près la moitié des patients, la concentration du médicament était plus basse que celle qu'on attend. Pourquoi? Parce que parfois, on prend des médicaments à côté qui interagissent et qui font baisser le niveau. Parfois, on a oublié de le prendre parce qu'il y a trop d'effets secondaires. Mais surtout, parfois, le corps s'habitue. Il y a un système où le corps se met à éliminer plus vite le médicament. Et ça, c'est quelque chose, probablement, nous, médecins, sur lequel on ne travaille pas tout à fait assez. Alors, je vous ai donné l'exemple de GFR. 3 générations. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je commence par la première, puis la deuxième, puis la troisième? Est-ce que je commence par la deuxième, puis la troisième? Est-ce que je commence par la troisième, puisque finalement c'est la plus forte? Est-ce que j'associe la deuxième et la troisième? Et du coup, on a toutes ces questions qui se posent. Les laboratoires qui développent ces médicaments souvent ont envie de les mettre en première intention. Et par exemple, aujourd'hui, en cas de mutation EGFR, le plus souvent, on prescrit la dernière génération d'abord. Mais on pourrait imaginer que la séquence apporte plus de bénéfices. Alors ça, c'est un exemple, c'est très compliqué comme étude, mais c'est juste pour vous dire que chaque ligne, c'est 50 patients qui ont reçu une stratégie. La première ligne, c'est tous les patients avec une tumeur mutée EGFR. La première ligne, 3e génération d'emblée. Et les 2 lignes après, c'est 50 patients qui recevaient la première génération et en cas de progression, la 3e génération. Ça, c'est des études qui ne sont pas faites par les laboratoires. C'est à nous, médecins, avec nos sociétés académiques, et souvent l'argent public, de faire ces études pour comprendre, pour un patient, quelle est la meilleure stratégie avec tous ces médicaments. Voilà un exemple de ALK. ALK qui a encore plus de médicaments avec 3 générations aujourd'hui qui existent. Mais la 3e génération a des toxicités un peu inhabituelles et souvent, les cliniciens commencent par la 2e génération. Alors, ma dernière diapo, c'est pourquoi moi? Parce que quand on a un cancer comme ça du poumon, souvent on n'a pas ou peut fumer et c'est injuste. C'est pourquoi ça me tombe dessus. Le fumeur qui a un cancer, c'est un risque qu'il a pris. Mais moi, je n'ai pas pris de risque. Je mange bio, je fais du sport. Pourquoi j'ai ce cancer? Eh bien, on ne sait pas. C'est quelque chose qui est rare. Mais si on regarde dans ce qui cause le cancer du poumon, la 2e cause après le tabac, c'est le radon. Le radon, c'est un gaz radioactif qui existe dans la nature et qui n'est pas dangereux, mais qui peut s'accumuler dans certaines maisons et dans certaines régions. Et on va lancer une grande étude européenne pour essayer de mieux comprendre si le radon est spécifiquement lié à ces fameuses anomalies moléculaires. Donc ma conclusion, c'est qu'il faut améliorer l'accès aux connaissances, il faut organiser des webinaires comme ce soir pour qu'on vous explique le plus simplement possible, ou que vous nous demandiez encore plus d'explications si on ne l'est pas, sur pourquoi on vous traite de cette façon-là. Il faut améliorer l'accès au profilage moléculaire, les biopsies liquides. Il faut améliorer l'accès aux médicaments, et là, on a besoin de vous. Il faut améliorer la qualité de vie, et c'est trouver quel est le meilleur médicament au meilleur moment. Et quand on a plusieurs, c'est cette fameuse séquence thérapeutique qu'on doit définir et vous inviter, si vous le souhaitez, à prendre part à la recherche. Je vous remercie. Merci beaucoup, professeur Besse. Beaucoup de questions. Une qui va faire le lien entre le docteur Guignat et vous sur le temps entre la biopsie et la mise en place d'un traitement. En fait, quand je suis diagnostiquée, que j'ai une biopsie, qu'est-ce qui se passe exactement? On entend parler des plateformes de l'INCA, etc. Quel est le séquençage moléculaire et combien de temps ça prend? Voilà, c'était des questions. Alors, voilà. Je vais répondre à la première partie, puis je laisserai Maria Rosa répondre. Parce que la première partie, c'est qu'il faut que la biopsie arrive chez Maria Rosa. Donc, quand moi je vois le patient, je regarde, et en général, c'est une fois par semaine pendant notre staff. Par exemple, si je le vois le mardi, mon staff est le jeudi, et le jeudi, on va dire quel est le plus simple pour avoir une biopsie la plus rapide. Est-ce que c'est la fibroscopie comme a eu Carole, le tuyau dans le nez qui va dans le poumon? Est-ce que c'est une ponction sous scanner? Est-ce que c'est récupérer le liquide qu'il y a autour du poumon parfois? Et ensuite, quand on a défini ça, il y a souvent entre 1 et 3 semaines pour avoir des rendez-vous de biopsie. Quand on a de la chance, ça va très vite et puis ça peut être ça. Donc ça, c'est un temps d'attente, en sachant que dans certaines situations, il y a par exemple des anticoagulants qu'il faut arrêter quelques jours avant, etc.
Et ensuite, ça arrive chez Maria-Rosa, et là, je te laisse répondre sur entre le moment où le fragment arrive et où tu nous rends la réponse. Alors, quand le fragment arrive, effectivement, il faut vérifier qu'il y a bien une lésion dedans. Donc, il y a déjà 2 jours, donc 24-48 heures de décalage entre la réception du prélèvement et la réalisation d'une lame histologique pour que je puisse l'analyser. Ensuite, je identifie la tumeur, donc il faut attendre encore une journée pour que je puisse réaliser un biomarqueur diagnostique. Une fois que j'ai toutes ces informations, c'est-à-dire après 3 jours depuis la réception du prélèvement, je fais une demande de profilage moléculaire. Le profilage moléculaire est réalisé dans une plateforme de génétique somatique qui est dans notre établissement, effectivement, est contigue au laboratoire d'Anapat, donc qui est rapidement acheminé à cette plateforme. Et normalement, ça prend le profilage moléculaire entre 10 et 15 jours. Voilà. On a ça en général comme délai. Et c'est vrai qu'au sein des plateformes, il n'y a pas que, par exemple, le GFR qui est testé, mais il y a un panel de plusieurs gènes. Il y a un séquençage qui est fait sur l'ADN du prélèvement, mais il y a aussi un séquençage sur l'ARN pour rechercher d'autres altérations que les mutations, qui sont les transcrits de fusion. Voilà, comme par exemple ALK, les altérations qui intéressent ALK. Donc, ça devient de plus en plus complexe, l'analyse génétique des tumeurs, en général. Ce que je ne sais pas si on l'a dit, mais souvent, ces anomalies, on trouve un seul talon d'Achille par tumeur. Si moi, j'ai l'information qu'il y a une mutation GFR, je vais m'arrêter là. Mais si c'est un patient qui a peu fumé et que toutes mes mutations et par exemple ALK est négatif, bah, je vais demander un deuxième jeu d'analyse ou pour demander des choses qui sont un peu moins classiques, RET, NTRK, etc., pour essayer d'aller plus loin. Alors ensuite, si le patient est très symptomatique de sa maladie, je peux commencer un traitement et une chimiothérapie, parce que la chimiothérapie, ça marche quelle que soit l'anomalie moléculaire. Il est certain que si je connais le talon d'Achille, je vais plutôt commencer par la thérapie ciblée, mais ce n'est pas une faute chez quelqu'un qui est très symptomatique de commencer par la chimio. Il sera toujours temps ensuite de passer sur la thérapie ciblée. Alors, je vais poser 2 questions qui remontent un peu du fil. Une première juste pour faire une précision, quand on a certains patients, par exemple, peuvent avoir une mutation, on va dire par exemple le GFR, mais aussi un PDL1 positif. Du coup, la première question, c'est quand vous avez par exemple deux voies, on pourrait imaginer que ça puisse dire immuno et thérapie ciblée, comment vous choisissez, puisqu'apparemment dans ce cas-là, on va plutôt dire thérapie ciblée. Alors, vous pouvez nous dire un peu ça, parce que dans ces recherches globales, ces réponses peuvent être... Alors, globalement, aujourd'hui, les patients peu non-fumeurs qui ont ces fameuses anomalies comme GFR, sans qu'on comprenne vraiment pourquoi, ont un bénéfice extrêmement limité à l'immunothérapie. C'est la première chose. Et deuxième chose, c'est que l'immunothérapie fait parfois très mauvais ménage avec les thérapies ciblées. Donc, il est assez rare qu'on donne une immunothérapie chez un patient qui a une anomalie moléculaire. On commence par la thérapie ciblée parce que c'est ce qui donne le plus de chances de bénéfice. Même si PDL1, qui est le marqueur de l'immunothérapie, qui n'est pas parfait, hein, mais qui permet d'augmenter, plus PDL1 haut, plus on a de chances de répondre. Mais on peut à 100% ne pas répondre et on peut à 0% répondre très bien. C'est juste un marqueur d'enrichissement, en fait, en termes de réponse. Et puis, chez les patients, par exemple, fumeurs, la biologie de la tumeur est assez différente. Alors, on commence à comprendre un peu pourquoi, mais même quand PDL1 est un peu plus bas, les chances de réponse sont plus élevées. Donc, voilà, la règle, c'est si on a un talon d'Achille, une anomalie moléculaire, on commence par la thérapie ciblée.
Très bien. Alors, il y a aussi d'autres questions, et vous en avez parlé, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs, on pourrait dire, jeux ou sets de recherche d'anomalies que vous allez faire. Et en fait, la question qui ressortait sur le fil et qui correspond aussi à une préoccupation importante de nombreux patients, c'est finalement quel est le set que tout patient devrait, entre guillemets, se voir proposer, et peut-être à quel moment, notamment par exemple si on est soigné dans un plus petit centre, est-ce qu'on peut se poser la question, un peu comme Carole tout à l'heure, de dire avec son équipe bien sûr de soins, de se dire est-ce qu'il ne faudrait pas faire une recherche plus large à un moment donné pour détecter d'autres évolutions ou maladies, et dans la pratique, est-ce que ça existe une sorte de deuxième avis à napat, on va dire, où puisque vous l'avez très bien expliqué, professeur Benjamin Besse, c'est finalement pour accéder aux nouvelles thérapies ou à certains essais cliniques il va falloir avoir le sésame de j'ai cette mutation ou pas. Oui. Donc à un moment donné, quelle information ou comment retrouver ou comment se poser la question pour accéder à ces nouvelles opportunités éventuelles de thérapie? Alors, d'abord, parce que je l'ai vu passer dans les questions, la mutation, c'est pas un Graal. C'est-à-dire que si on n'a pas de mutation, ça ne veut pas dire que c'est pas de chance. Parce que globalement, comme je l'ai dit, les tumeurs avec ces mutations, c'est les thérapies ciblées, et les tumeurs sans mutation répondent mieux à l'immunothérapie. Donc, il n'y a pas un bon cancer et un mauvais cancer. C'est vrai que quand il y a ces mutations et qu'on peut donner un traitement ciblé, c'est simple, parce que souvent, c'est des traitements qui ont moins d'effets secondaires, qui sont pris par voie orale, on est à la maison, c'est en ambulatoire, on vient tous les 2-3 mois faire son scan, on est loin de l'hôpital et on est loin de la maladie. Donc c'est vrai qu'en termes de qualité de vie, c'est très différent. Mais attention simplement, voilà, il n'y a pas de bon et de méchant cancer du poumon. Ensuite, je vais faire extrêmement simple. Si on a fumé de moins de 15 ans, il faut vraiment avoir un portrait complet. On a beaucoup de chance en France parce qu'on a un accès très facile à la biologie moléculaire. Il y a beaucoup de collègues en Espagne, en Italie, au Royaume-Uni, c'est très compliqué d'avoir plus que GFR. Nous, on a des plateformes, c'est pris en charge. La limite souvent, comme on l'a dit, c'est qu'il ne va pas y avoir assez de matériel tumoral parce que la biopsie était trop petite et il faudra la refaire. Alors, on est assez bien structuré aujourd'hui et en général, même les petits centres sont rattachés aux gros centres qui peuvent recevoir les patients. On peut par exemple aller dans un hôpital pour faire une biopsie liquide, mais il faut pas forcément avoir le set complet parce que, comme je l'ai dit, il y a des mutations qui sont mutuellement exclusives. Si, par exemple, il y a une mutation Caras, ça concerne un tiers des patients avec adénocarcinome, le plus fréquent, un tiers des patients, ceux-là, on sait qu'on ne va rien trouver d'autre au-delà de Caras. Ce n'est pas la peine de faire 300 gènes, de payer je ne sais pas combien en prenant un test privé, on ne trouvera rien d'autre. Donc voilà, toujours bien de prendre un deuxième avis en cancérologie, il ne faut pas avoir honte. Et moi, mes patients vont prendre des deuxièmes avis et c'est très bien. On travaille ensemble et les bonnes idées, elles sont partout. Donc, s'il y a un doute, il faut prendre un deuxième avis. Et si on est traité dans un petit centre, il faut prendre un deuxième avis dans un centre un peu plus gros parce que souvent, les essais pour rentrer dans un essai clinique, c'est souvent dans les centres un peu plus gros, même si on en trouve aussi dans les centres plus petits. Merci beaucoup. Alors justement, vous avez parlé, professeur Besse, de ces 250 talons d'Achille qui pouvaient être identifiés. Finalement, le cancer du poumon avec les sous-parties, c'est presque une maladie rare. Quand on est dans une pathologie comme ça, comment peut-on avoir accès à la recherche clinique si on a une pathologie qui est aujourd'hui, qui touche 2% des patients? Comment peut-on avoir accès aux thérapies innovantes et à la recherche clinique? Alors, il n'y a pas de 250 talons d'Achille, mais il y a en moyenne 250 mutations. Et parmi ces mutations, certaines sont placées à des zones clés des gènes et donc sont des talons d'Achille. Mais par exemple, le gène de la couleur des cheveux, il est dans toutes les cellules, parce que toutes les cellules ont tous les gènes. Et ça, à ma connaissance, mais Cindy, tu vas peut-être me contredire, mais quand le gène de la couleur des cheveux est muté dans une cellule tumorale, ça change pas grand-chose à sa biologie. C'est pas ça qui va lui dire il faut se diviser ou il faut résister à l'apoptose. En tout cas, oui, ça c'est une vraie nouveauté, c'est que la mutation GFR, qui est la première qu'on a su actionner, c'est 2004.
Alors c'est il y a déjà 15 ans, hein, mais en fait c'est tout récent dans le développement des médicaments. ALK, c'est 2007. Donc en fait tout ça est très récent et c'est vrai que, on va dire depuis 10 ans, le cancer du poumon, ça devient effectivement une constellation de maladies rares. Et c'est pour ça que la phrase que je citais de l'HAS, elle concerne l'anomalie NTRK, c'est 0,3% des cancers. Alors je veux bien qu'on dise, les données de la littérature ne sont pas suffisantes, mais c'est des patients qui existent à peine. C'est-à-dire c'est déjà assez magique qu'on ait trouvé 40 patients avec cette anomalie, qu'on ait pu leur donner un médicament et qu'on ait montré que plus de la moitié répondent et répondent plus d'un an. Donc quand l'HAS dit, bon les enfants, allez maintenant me montrer que les patients qui ont cette anomalie, quand vous leur donnez une chimiothérapie standard, ils n'ont pas dans la moitié des cas une réponse et ils ne vivent pas un an, oui, je peux le montrer, ça va me prendre 3 ou 4 ans. Et en attendant, j'ai des patients qui n'ont pas accès à l'innovation. Alors, heureusement, ces médicaments, ils sont accessibles par des essais thérapeutiques. Donc, la perte de chance, elle est toute relative. Mais effectivement, c'est une maladie rare qui doit être considérée comme une maladie rare, c'est-à-dire que faire des essais thérapeutiques où on fait des randomisations, les tirages au sort entre traitement standard et traitement expérimental, c'est pas possible parce qu'il n'y a pas assez de patients malades. Alors justement, ma question, il n'y a pas assez de patients malades. Les essais cliniques, est-ce qu'il y a un endroit où on peut avoir accès aux essais cliniques qui sont disponibles pour pouvoir bénéficier de ces innovations? Alors, il y a un registre au niveau de l'Institut national du cancer, l'INCa, il y a un registre. Il n'est pas parfaitement à jour. Et puis, il y a un site aux États-Unis, c'est malheureusement le site mondial de la recherche, qui s'appelle clinicaltrial.gov. Et là, alors il faut être anglophone, mais là, en fait, on tape son type de cancer, on tape son pays, et on a une ribambelle d'essais. Et c'est ça qui est compliqué aussi, c'est que si je mets que j'ai un cancer du poumon avec des métastases, donc un stade 4, que je vis en France, je pense que je vais avoir 200 ou 300 occurrences d'essais thérapeutiques. Et là, je peux rentrer mutation EGFR et ça va beaucoup réduire. Mais si je ne connais pas le sous-type de mon cancer, je ne vais pas savoir m'y retrouver. Donc, on est là. C'est à nouveau, faut pas hésiter à demander à son oncologue, hein, parce que votre oncologue, il n'est pas tout seul. Il travaille en réseau et il peut vous orienter. On reçoit tous, hein, on travaille dans des centres plus gros, mais on est là pour ça. On est là pour faire des essais thérapeutiques qui ne peuvent pas être faits dans des centres plus petits. On est là pour ça. Et on reçoit plein de mails de collègues qui nous disent, voilà, mon patient a ça, ça, ça. Est-ce qu'il y a un essai intéressant? Le plus souvent, c'est non. Et puis parfois, c'est oui, mais il faudra faire une biopsie. Oui, mais il est ouvert dans 4 centres en France, donc il faudra voyager au centre. Oui, mais il faudra venir toutes les 2 semaines recevoir l'injection intraveineuse et toutes mes semaines pendant les 2 premiers mois. Donc, il y a toutes ces contraintes-là. Alors, merci beaucoup, professeur. Alors, juste un pont avec justement la HAS, la mobilisation des associations. Mon réseau cancer du poumon et notre association Patients en réseau sont encore des structures jeunes. Il y a de nouvelles aussi initiatives dans les cancers du poumon, justement pour se dire qu'il faut absolument que la voix des patients touchés par ces cancers du poumon remonte beaucoup plus. On est en train de se structurer pour faire des contributions aux médicaments et aussi avec vous, avec l'interaction qu'on peut avoir avec notre comité scientifique notamment, se mobiliser sur les grands enjeux avec des arguments qui soient les bons, parce que c'est effectivement essentiel, quand vous le dites, hein, il y a une possibilité d'avoir un traitement tout à fait intéressant, même s'il répond aux besoins d'un petit nombre de patients. Finalement, on va beaucoup vers ça avec ces caractérisations moléculaires, donc on est tout à fait conscient et on souhaite tout à fait aller dans ce sens-là. Je crois que c'est effectivement très important de faciliter l'accès aux médicaments, mais aussi au testing, parce qu'on l'a vu la semaine dernière, c'est vraiment 2 choses qui sont pas logiquement connectées, c'est-à-dire qu'on peut avoir un médicament et pour autant tout ce qui est accès au test visiblement pose des grosses questions aux établissements et dans leur mode de financement. Donc là aussi on essaie d'appuyer cette préoccupation qu'on partage complètement avec les équipes de soins et de recherche.
Un petit point pour dire que sur mon réseau cancer du poumon, quand vous tapez essai clinique, il y a plusieurs choses qui peuvent se passer. Déjà, vous pouvez retrouver un certain nombre de contenus d'informations qui vous expliquent les différents types d'essais cliniques. Vous pouvez retrouver une page qui explique justement où vous allez pouvoir retrouver les différents registres, hein, donc celui de l'INCA, de Clinical Trials, mais aussi des sociétés savantes. Certains centres, grands centres, publient également des essais. On imagine en fait pouvoir participer aussi à peut-être une circulation d'informations. Sur nos réseaux, il y a des sous-groupes, GFR, AL, CROSS, etc. Les patients aussi, au-delà de notre propre réseau, partagent entre eux également. On peut imaginer relayer le fait qu'un accès précoce arrive, que tel essai, par exemple, recherche des patients avec des caractéristiques rares. Les patients sont de toute la France, donc on peut participer à notre petite échelle à faire circuler peut-être des informations importantes, à la fois pour les patients, mais aussi pour les chercheurs. Voilà, merci beaucoup. Je pense qu'il faut qu'on regarde aussi le temps qui passe pour pouvoir. Donc, il y a encore plein. On n'a pas pu répondre peut-être à toutes les questions, mais on reprendra bien l'ensemble de ces questions pour aussi ressolliciter notre équipe et notre comité scientifique pour s'assurer d'y répondre au fur et à mesure en plus. Merci. Alors, je voulais dire un immense merci au binôme docteur Guigna et professeur Benjamin Besse. Donc maintenant, on va accueillir la partie digestive, colorectale, avec le docteur Darty, qui est anatomopathologiste à Gustave Roussy, et le docteur Neuzillet, qui est gastro-entérologue à l'Institut Curie et qui est responsable du parcours digestif. La place est à vous. Merci infiniment. On a énormément de questions ce soir et je voulais vraiment vous remercier tous les deux pour votre pédagogie. Madame Dardic, donc c'est à vous. On va vous mettre vos slides. Donc, bonsoir à tous et merci beaucoup de nous permettre de vous raconter un peu l'anatomie et pathologie parce que je crois que c'est une discipline médicale, médico-technique, mais qui est vraiment mal connue de quelques médecins, mais encore plus des patients. Donc, ce soir, on va pouvoir vous illustrer en images notre métier, ce qu'on fait au quotidien et ce qu'on fait en collaboration donc avec nos collègues cliniciens, radiologues et radiothérapeutes. Donc, le cancer colorectal demande pour sa prise en charge, fait appel à plusieurs médecins. Tout d'abord, un médecin traitant, un gastro-entérologue qui va recueillir donc les plaintes du patient qui peuvent être multiples avec des douleurs abdominales, la présence de sang dans les selles et qui va faire intervenir donc le gastro-entérologue. Et puis là, je vous ai illustré aussi ce qui est important dans le cadre du dépistage du cancer colorectal, qui est donc ce test Hémocul qui est proposé à toute personne âgée de plus de 50 ans et qui peut être réalisé tous les 2 ans à la recherche donc de signal d'un début de cancer. Ce cancer donc colorectal ou dit du gros intestin va donc pouvoir être visualisé au-delà de la radiologie par donc, nos collègues radiologues sur un scanner, parfois sur une échographie, mais va pouvoir réaliser in situ, donc par le gastro-entérologue qui, à l'aide de cet endoscope muni d'une caméra, va pouvoir donc voir cette prolifération cancéreuse qui est donc cette lésion qui va bourgeonner à l'intérieur de la lumière colique. Et puis au-delà de l'observer, il va pouvoir effectuer un prélèvement à l'aide d'une pince, un prélèvement biopsie qui va être adressé donc au laboratoire d'anatomie-pathologie dans lequel nous allons travailler afin d'identifier la lésion, de lui donner un nom, de la classer, de la staller. Différentes tailles de prélèvements biopsiques vont pouvoir être réalisées par le gastro-entérologue, parfois simplement diagnostic, mais parfois aussi dans un but thérapeutique. Donc, ce prélèvement donc de petite taille, ici, je vous ai fait figurer une biopsie non pas endoscopique, mais une biopsie réalisée à l'aiguille, généralement radioguidée, donc par le radiologue, soit sous scanner, soit sous échographie. Donc, des tailles
de prélèvements qui sont de petite taille, que ce soit par endoscopie ou à l'aiguille. Ces prélèvements de tissus sont frais et vont parvenir donc au laboratoire dans lequel nous exerçons avec Maria Rosa. Afin que le tissu ne s'abîme pas, les prélèvements vont être fixés dans ce qu'on appelle le formol, puis inclus en paraffine, afin d'in fine d'obtenir ce petit bloc qui contient donc des fragments de tissu qui vont pouvoir être gardés ad vitam aeternam sans que les acides nucléiques, le potentiel génétique, ne s'altèrent énormément. Et donc, le laboratoire d'Anapat a comme ça conserver donc une banque de tissus qui pourra être analysée et désarchivée au fur et à mesure de la maladie, de l'évolution naturelle de la maladie du patient, mais aussi dans le cadre de recherche familiale sur le patient, mais aussi ses apparentés. À partir de ce bloc donc de paraffine qui contient à l'intérieur le tissu, prélèvement biopsique ou prélèvement plus gros d'ordre chirurgical, nos techniciens, parce que le laboratoire d'Anapat est une spécialité médico-technique, nos techniciens vont pouvoir réaliser donc des rubans de paraffine qui vont étaler sur des lames de verre, et ce sont ces lames de verre qui seront colorées ou techniquées à l'aide d'anticorps dans le cadre d'une technique dite immunohistochimique, qui vont pouvoir être placées sous la platine de notre microscope, et c'est grâce à ce microscope que on va pouvoir observer donc l'ensemble de ces cellules, l'organisation de cette cellule au sein d'un tissu que l'on va pouvoir caractériser comme tissu normal, tissu sain, ou au contraire tissu tumoral, et à ce moment-là parler d'éventuellement de cancer. Donc, cette première étape est donc l'étape morphologique. Le pathologiste qui participe à la réunion de concertation pluridisciplinaire avec donc les collègues radiologues, radiothérapeutes, chirurgiens et oncologues va pouvoir apporter donc le diagnostic morphologique de cancer. À partir de ce moment-là, donc une décision collégiale va être prise en compte pour prendre en charge ce patient avec soit en fonction du stade d'extension de la maladie, dite localisée, restant au sein du gros intestin, du côlon, ou au contraire disséminée à distance au stade métastatique, comme ici dans le foie ou dans la cavité péritonéale. On va pouvoir proposer donc au patient soit un traitement local, une chirurgie, soit un traitement par chimiothérapie conventionnelle, plus ou moins donc cette thérapie ciblée. Alors cette thérapie ciblée, on vous en a parlé tout à l'heure, elle est issue en fait du développement par l'industrie pharmaceutique de drogues qui peuvent être actives sur des maladies caractérisées sur le plan moléculaire pour leur altération. Dans le cadre donc du cancer colorectal qui naît donc de cette muqueuse colique à partir d'une cellule qui va acquérir une multitude d'anomalies génétiques, on va pouvoir décrire en gros, grossièrement, deux grands cadres de maladies. Une maladie dite d'instabilité chromosomique et puis plus rarement une maladie dite d'instabilité des microsatellites. Toutes ces deux voies de carcinogénèse font appel à différentes anomalies de différents gènes au sein du cancer colorectal. Alors, je vous ai illustré l'instabilité des microsatellites qui repose sur une combinaison de protéines qu'on appelle système MMR. Voici ici une cellule normale. Vous savez tous qu'une cellule se divise en deux cellules donc identiques. Cette division, elle est rendue possible par l'efficacité de ce fameux système MMR. Car lorsque cette cellule normale se divise, des anomalies peuvent occorrir.
mais le système MRMR, pour Mismatch Repair, est le garant de la bonne réplication à l'identique de votre patrimoine génétique, ce qui permet à une cellule de se diviser en 2 cellules identiques. Lorsque le patient présente un système MMR défaillant, la réplication qui elle-même est un risque d'anomalie lors de la lecture de ce cadre d'ADN, cette erreur ne va pas être reconnue et ne va pas être corrigée. Ce qui va amener à la cellule qui s'est divisée la possibilité d'acquérir une multitude d'autres anomalies dans d'autres gènes, à l'origine donc d'une production de protéines elles-mêmes erronées. Donc ici, je vous ai fait figurer donc les 4 protéines enzymatiques qui participent au système MMR, que sont les protéines MLH1, MSH2, MSH6 et PMS2. Ici, je vous ai donc fait figurer un gène avec une séquence microsatellitaire sur lequel une anomalie n'a pas été reconnue et réparée par le système MMR. Ce déficit de système MMR peut être mis en évidence par 2 techniques distinctes. L'une est utilisée, qui est l'immunohistochimie, est utilisée de façon donc courante tous les jours au laboratoire d'anatomopathologie. À partir donc de ce bloc de paraffine que je vous ai fait figurer tout à l'heure, 4 lames supplémentaires seront réalisées sur lesquelles des anticorps vont être déposés qui vont reconnaître un antigène, un des 4 antigènes des protéines MMR. La déficience du système MMR, c'est la perte d'expression d'une de ces 4 protéines MMR que je vous ai fait figurer ici. En parallèle de cette analyse immunohistochimique, on peut tout à fait mettre en évidence un déficit de ce système MMR par technique de biologie moléculaire, là aussi en réutilisant donc ce fameux bloc de paraffine. On va pouvoir y extraire l'ADN, faire migrer cet ADN et obtenir un profil qui sera différent en fonction de la tumeur qui présentera un défaut de système MMR par rapport à un tissu normal. Donc, voici schématisé ici les 2 techniques qui sont réalisées de façon synchrone. L'une dans le laboratoire d'anatomopathologie qui est l'examen immunohistochimie, qui est réalisé sur des lames de verre avec un examen réalisé au microscope et l'on objective une perte d'expression d'une des 4 protéines MMR, 2 des 4 protéines MMR puisqu'elles marchent en binôme. Et ici, la technique biologie moléculaire, à partir à nouveau du bloc de paraffine, on va pouvoir extraire le matériel génétique, l'ADN, que l'on va pouvoir faire migrer et évaluer donc la taille de ces microsatellites par rapport à un tissu sain. Alors, l'instabilité des microsatellites, ça représente à peu près 15% des cancers colorectaux. Ça peut survenir dans le cadre donc, de maladies héréditaires et l'on parlera de syndrome de Lynch. La mise en évidence donc, de ce déficit de système MMR va permettre aux pathologistes de communiquer avec l'oncogénéticien et avec l'oncologue afin d'orienter le patient vers une consultation d'oncogénétique qui se chargera d'établir l'arbre généalogique, d'aller rechercher les patients et leur fratrie et d'essayer de vérifier si ce cancer a pu être transmis aux autres générations. Tous les cancers MSI ne sont pas héréditaires et certains donc surviennent de façon sporadique puisque l'anomalie moléculaire à l'origine de ce phénotype MSI est distincte en fonction des syndromes héréditaires et des cancers sporadiques. Au-delà donc de ce critère diagnostique,
la déficience du système MMR est un biomarqueur pronostic, car en effet, dans les cancers donc localisés qui ne sont pas métastatiques, on s'est rendu compte que les cancers colorectaux MSI, déficients MMR, ont un meilleur pronostic que leurs corollaires proficients MMR. Et donc, l'oncologue qui aura ce résultat va pouvoir éventuellement changer de stratégie thérapeutique et peut-être ne pas proposer aux patients à l'issue de la chirurgie, par exemple, de la chimiothérapie en fonction du stade d'étendue de sa maladie. Au contraire, lorsque la maladie cancer colorectal est métastatique, notamment au foie ou au péritoine, la déficience du système MMR est là, a priori, un facteur pronostic plutôt défavorable, mais paradoxalement, c'est un facteur prédictif de bonne réponse à l'immunothérapie, qui est une nouvelle arme dans le traitement du cancer, dont vous parlera Cindy tout à l'heure. Donc, la déficience du système MMR est un biomarqueur du cancer colorectal sur le plan diagnostique, mais aussi sur le plan donc du pronostic de la maladie et enfin sur le plan prédictif de réponse au traitement. Donc, à côté de cette voie de MMR, d'instabilité microsatellite, dans le cancer colorectal, comme tout à l'heure pour le cancer du poumon, on parle de voies de signalisation RAS, MAP kinase, en deçà de ce récepteur à l'EGFR dont on vous a parlé tout à l'heure. En fait, on s'est aperçu, c'est maintenant il y a une dizaine d'années, que ce récepteur, lorsqu'il est suractivé, entraîne une multiplication de la cellule, la capacité de cette cellule à survivre et à se multiplier. Pour cela, donc, pour parer à cette multiplication cellulaire qui fait le lit du cancer, des médicaments ont été développés qui permettent de bloquer ce récepteur à l'EGFR. Malheureusement, la cellule cancéreuse, elle a d'autres anomalies et d'autres moyens pour échapper à ce mécanisme, et notamment l'un de ces moyens, c'est de muter des gènes qui sont en deçà de ce récepteur à l'EGFR, et c'est le cas notamment du gène KRAS, qui est relativement fréquemment muté sur un cancer à peu près colorectal sur 2, et cette mutation du gène KRAS dans la cellule cancéreuse va permettre donc d'activer cette voie de signalisation et d'offrir à la cellule cancéreuse la possibilité donc de survivre et de se multiplier. Il n'y a pas que le gène KRAS dans cette voie de signalisation qui peut être muté, mais on décrit aussi des mutations du gène BRAF, du gène PI3 kinase et d'autres gènes. Donc ces mutations vont conférer donc une résistance au traitement qui va bloquer le récepteur à l'EGFR, donnant donc un facteur prédictif péjoratif de réponse à l'inhibiteur de l'EGFR. Concernant le gène BRAF, ce biomarqueur a donc une valeur, lui, non pas prédictive, péjorative, mais une valeur pronostique. Et les cancers colorectaux mutés BRAF ont un pronostic plus défavorable que leur homologue muté KRAS. Enfin, la mutation de BRAF aurait un intérêt aussi prédictif avec des associations de traitement, mais Cindy vous en parlera mieux que moi. Voilà, alors à côté de ces deux grands voies de cancérogénèse colorectale, la voie LOH d'un côté et la voie de l'instabilité microsatellitaire, on décrit d'autres biomarqueurs que sont par exemple l'amplification d'un autre récepteur de l'EGFR que l'EGFR qui est dans le récepteur R2 et puis le gène MET. Ces deux gènes peuvent être non pas mutés mais amplifiés, conférant là aussi à la cellule cancéreuse
cancéreuses la capacité donc de se multiplier et de croître. Ces amplifications géniques peuvent être mises en évidence par deux approches au laboratoire de pathologie. D'une part, par immunohistochimie, avec ici donc que ce soit sur la biopsie ou sur la pièce opératoire, l'expression, la surexpression du gène R2, où là, je vous ai illustré le gène, la protéine MET, ou par technique d'hybridation in situ en fluorescence avec une amplification sous la forme de ces gros points verts qui sont la marque d'une amplification du gène. Alors, à côté de ces biomarqueurs qui sont donc tissulaires issus de la cellule tumorale, on décrit d'autres biomarqueurs qui sont en développement et qui ne sont pas pour l'instant des reflets de modification dans la prise en charge thérapeutique des patients atteints de cancers colorectaux. Ce sont d'une part des biomarqueurs tumoraux, donc issus de la cellule cancéreuse, que sont des altérations d'autres gènes que le gène KRAS ou les gènes MMR, que sont les gènes PI3 kinase, PTEN et à nouveau le gène NTRK. Mais aussi, en dehors de la cellule tumorale, de plus en plus, les travaux de recherche portent sur l'environnement de ce cancer colorectal, avec en premier chef la présence de cellules immunitaires, lymphocytes et autres. Et donc là, sur cette diapositive, je vous illustre un cancer colorectal qui est plus ou moins infiltré par de nombreux lymphocytes intratumoraux, appelés aussi TILS. L'évaluation de cette quantité de lymphocytes se fait donc in situ et elle peut être automatisée dans le cadre de ce qui a été développé qui s'appelle l'immunoscore. Donc, les lymphocytes, les TILS, l'immunoscore, mais aussi la charge mutationnelle sont de nouveaux biomarqueurs de l'environnement du cancer colorectal qui, pour l'instant, ne font pas partie des biomarqueurs utilisés en pratique clinique quotidienne. Et donc, comme on vous en a parlé dans le cancer du poumon, eh bien, il existe aussi non pas des biomarqueurs tissulaires, mais des biomarqueurs issus donc du sang, donc analysés sur un prélèvement sanguin que l'on appelle la biopsie liquide. Donc, ces biomarqueurs sont donc retrouvés dans les dérivés des cellules tumorales qui s'exfolient à partir de la tumeur ici dans le sang et que l'on peut mesurer à différents moments de la maladie dont est atteint le patient. Voilà, donc le cancer colorectal est une maladie très hétérogène, tant sur le plan morphologique tel que tous les jours on le voit, nous, anatomopathologiques au microscope, que sur le plan moléculaire avec différentes altérations géniques qui peuvent faire l'objet d'une thérapie ciblée. Voilà quelques références bibliographiques. Je vous remercie de votre attention et je répondrai volontiers à vos questions. Laure, tu voulais poser une question ou on laisse tout de suite la parole au docteur Denisier? Je propose peut-être qu'on enchaîne parce qu'il est déjà assez tard et je voudrais qu'on puisse permettre au docteur Denisier de nous présenter tout ou partie, puisque là, les choses ont été quand même assez détaillées au niveau de la NAPAT. Merci beaucoup, docteur Nina. Et on rassemblera peut-être les questions vers la fin pour que vous ayez le temps de nous présenter toutes. Il y a vraiment une chose qui est quand même très importante. Vous allez nous expliquer, c'est toute cette part des cancers du côlon qui peuvent être finalement avec cette réalité familiale et puis les autres cancers où on va avoir une démarche là aussi beaucoup plus caractérisation, où est-ce qu'on peut trouver des traitements, etc. Je crois que c'est ça. Il y a aussi des messages un peu spécifiques liés à tout ça. Et donc, on vous écoute tout de suite et on vous retrouve après pour les questions. Merci beaucoup pour votre patience et merci beaucoup pour les premières informations que nous avons eues grâce au docteur Nina. Bonsoir et donc merci beaucoup de m'avoir parmi vous. J'en suis très heureuse ce soir pour vous parler donc en effet de l'impact. Là, je vais m'orienter plus sur l'impact
pour le patient et de l'impact thérapeutique de ces altérations moléculaires. Et je vais peut-être juste revenir un petit peu sur leur mécanisme pour expliquer comment fonctionnent les traitements qu'on est amené à utiliser. Donc, juste en guise d'introduction, tout à l'heure, on avait vu que pour les cancers du poumon, il y avait 2 types histologiques, les adénocarcinomes, les carcinomes épidermoïdes. Pour les cancers du côlon, il n'y a qu'un seul type déjà, donc ça nous simplifie les choses, il n'y a que des adénocarcinomes. Et on va avoir 3 anomalies moléculaires qu'on va rechercher chez ces patients atteints de cancer du côlon. Et il y en a une qu'on recherche tout le temps, quel que soit le stade du cancer du côlon, et 2 que l'on va rechercher uniquement au stade métastatique. Donc celle que l'on recherche tout le temps, on en a parlé, c'est l'instabilité des microsatellites. Donc juste pour en réexpliquer un peu le mécanisme, donc on l'a dit, quand la cellule tumorale doit se diviser, il faut qu'elle donne à chacune de ces cellules filles une copie du code génétique. Donc, on peut se représenter ça comme un livre ou comme une partition qu'il faut recopier pour en donner un exemplaire à chacun. Et au moment de recopier ce code génétique, eh bien, la cellule peut faire des erreurs, et en particulier dans les séquences répétées. Et les microsatellites, c'est des endroits où on va avoir des séquences répétées. Donc, par exemple, si c'est une partition, vous allez avoir doré, doré, doré qui se répète. Et quand la cellule recopie son ADN, eh ben, elle peut mettre un doré en plus ou un doré en moins. Et ça va décaler tout après l'expression des gènes. Et normalement, on a une brigade de l'ADN, et c'est le fameux système MMR, avec des inspecteurs qui viennent vérifier que la recopie s'est bien faite. Et ces inspecteurs, ils fonctionnent par paire. C'est des duos d'inspecteurs. À chaque fois, il y a un inspecteur en chef et il y a un inspecteur adjoint. Et donc, on a l'inspecteur en chef MLH1 qui travaille avec PMS2 et l'inspecteur en chef MSH2 qui travaille avec MSH6. Et ces inspecteurs, quand on perd le principal, on perd l'adjoint avec, alors qu'on peut perdre l'adjoint tout seul. Donc, il va y avoir différentes raisons pour lesquelles le système peut ne pas fonctionner. Et quand on perd MLH1, on perd PMS2 avec. Quand on perd MSH2, on perd MSH6 avec. Et on peut perdre, par contre, de façon isolée, PMS2 ou MSH6. Et la conséquence de cette perte des inspecteurs de l'ADN, c'est qu'il y a des erreurs qui s'accumulent dans les copies. Et normalement, la cellule, elle présente au système immunitaire un petit échantillon de sa production journalière de protéines qu'elle fait à partir des copies d'ADN, qu'elle montre au système immunitaire pour avoir une sorte de laissez-passer, pour savoir si elle est menaçante ou non. Et une cellule qui va avoir perdu son système MMR, elle va produire plein de protéines anormales. Et quand elle va les montrer au système immunitaire, le système immunitaire va se rendre compte qu'il y a un problème dans la cellule et normalement, elles sont censées être très bien reconnues par les cellules du système immunitaire. Et donc, ces tumeurs qui ont une perte des inspecteurs MMR, elles sont souvent infiltrées par des lymphocytes, par des cellules immunitaires qui réagissent au fait que la cellule tumorale a vraiment une tête différente d'une cellule normale. Voilà. Donc, pour revenir, ça c'était pour expliquer un petit peu pourquoi ces cellules tumorales vont être particulièrement sensibles à l'immunothérapie. C'est parce que du fait de ces altérations génétiques qui s'accumulent, elles vont présenter des cartes à la surface qui vont vraiment être reconnues comme anormales par le système immunitaire. Donc, on l'a dit, le diagnostic d'instabilité des microsatellites, on peut le faire soit en regardant les protéines inspectrices de l'ADN, soit en se rendant compte des erreurs dans la copie de l'ADN au niveau des microsatellites. Et nos collègues anatomopathologiste s'en rendent compte aussi quand ils voient que la tumeur est très infiltrée par les cellules du système immunitaire. Alors, on l'a dit, cette instabilité des microsatellites, elle peut s'observer dans 2 situations. Soit dans le cadre de syndromes héréditaires de prédisposition au cancer, mais en fait, c'est une minorité des cas. Vous voyez, c'est que 20% des cas qui surviennent dans ce cadre-là de ce que l'on appelle le syndrome de Lynch. Dans le cadre du syndrome de Lynch, on va avoir une perte dans toutes les cellules du corps d'un des 4 inspecteurs MLH1, PMS2, MSH2 ou MSH6. Et il va survenir au niveau de la cellule tumorale une perte de la 2e copie du gène, parce qu'on a toujours 2 copies des gènes. Et donc là, dans tout le corps, on a déjà perdu une copie, on va perdre la 2e copie au niveau de la cellule tumorale. Ce syndrome génétique, il augmente le risque de faire des cancers du côlon, mais aussi d'autres cancers, notamment de l'endomètre et des voies urinaires. Et donc, il peut y avoir une histoire familiale de ces cancers, et en particulier à un âge jeune, qui peut orienter vers ce syndrome de prédisposition.
À l'inverse, la majorité des cas d'instabilité des microsatellites sont dits sporadiques, c'est-à-dire sans qu'il y ait d'histoire familiale. Et dans ces cas-là, le gène en lui-même n'est pas perdu, mais c'est l'interrupteur qui permet de l'allumer qui l'a mis en position off. Et donc, il s'est éteint uniquement dans la cellule tumorale, mais pas par un mécanisme de perte génétique, mais par un mécanisme de contrôle de sa présence dans la cellule. Et puis, il y a des formes rarissimes où, dans toutes les cellules du corps, on a perdu les 2 copies de ces gènes inspecteurs de l'ADN et qui donnent des cancers dans ces cas-là à un âge très jeune, mais c'est vraiment une rareté. Donc, les formes les plus fréquentes, c'est ces formes donc, génétiques dites de syndrome de Lynch et donc les formes sporadiques qui sont le cas le plus fréquent. Ensuite, donc, ce qu'on a dit, c'est qu'il faut le rechercher chez tous les patients atteints de cancers colorectaux. Ça représente à peu près 15% des cancers colorectaux, tous stades confondus, mais c'est plus fréquent dans les cancers au stade localisé et ça représente que 4% des cancers au stade métastatique. On les recherche pour 3 raisons. Donc, on l'a vu parce que ça peut orienter vers ce syndrome de prédisposition génétique et donc avoir des conséquences pour la surveillance du patient, pour le risque des autres cancers, mais aussi pour la surveillance de ses apparentés. Donc, c'est la première raison pour laquelle on la recherche. La deuxième raison, on en a parlé, c'est que ça peut amener, d'un point de vue pronostic, à ne pas faire une chimiothérapie chez un patient qui aurait été opéré d'un cancer du côlon. Donc, c'est ce qu'on a parlé du bon pronostic au stade localisé. Et surtout, l'impact thérapeutique important, c'est celui concernant la réponse à l'immunothérapie et donc qui vient du fait, comme je vous l'ai dit, que comme ces cellules expriment à leur surface des signaux anormaux, eh bien, elles vont pouvoir être facilement reconnues par le système immunitaire. Et donc, on utilise pour stimuler le système immunitaire des anticorps qui vont réveiller les lymphocytes envers les cellules tumorales. Et donc, il en existe 2 grands types, des anticorps qu'on appelle anti-PD1 et anti-CTLA4. Et schématiquement, PD1 et CTLA4, ce sont les interrupteurs qui éteignent les cellules lymphocytaires. Et donc, quand on met des anticorps contre ces interrupteurs, ça les réveille pour qu'elles aillent attaquer les cellules tumorales. Et donc, ça a un impact important au quotidien puisqu'on a des autorisations de mise sur le marché pour prescrire en traitement de première intention chez les patients qui ont des cancers colorectaux métastatiques avec instabilité des microsatellites, plutôt qu'une chimiothérapie, une immunothérapie en monothérapie avec un anticorps qui s'appelle le pembrolizumab et qui a montré dans une grande étude internationale que ça faisait mieux que la chimiothérapie classique chez ces patients en traitement de première intention. Il y a également une autorisation de mise sur le marché pour les patients qui auraient, pareil, une tumeur avec instabilité des microsatellites, qui n'auraient pas reçu une immunothérapie en traitement de première ligne. Dans ces cas-là, on peut utiliser une double immunothérapie en traitement de 2e ligne après une chimiothérapie. La problématique qu'il y a, et ça a été soulevé tout à l'heure par le professeur Bess, c'est que ces 2 traitements ont une autorisation de mise sur le marché, mais on est en attente encore de leur remboursement, c'est-à-dire de l'examen du dossier par la commission de la transparence. Vu l'ampleur du bénéfice que ça apporte aux patients, on a bon espoir que l'avis soit favorable, mais pour pouvoir y avoir accès largement dans les centres, on doit attendre encore d'avoir le remboursement de ces molécules. Donc, l'immunothérapie, elle marche chez les patients donc avec instabilité des microsatellites. Par contre, les cancers du côlon tout venant sans instabilité des microsatellites ne répondent pas à l'immunothérapie. On n'a pas encore de stratégie d'immunothérapie efficace pour ces tumeurs-là. Donc, par ailleurs, on a dit il y a 2 altérations moléculaires que l'on va chercher uniquement au stade métastatique parce que c'est là qu'ils ont un impact thérapeutique. Et la première, on en a parlé, ce sont les mutations de RAS. Alors, il y a 2 sœurs RAS, il y a KRAS et NRAS, qui sont des marqueurs, non pas de sélection positive, comme on l'a vu tout à l'heure pour les mutations, par exemple, de l'EGFR, mais là, ce sont des marqueurs qui sont des marqueurs de sélection négative, c'est-à-dire que lorsque la mutation est présente, on sait que le traitement qu'on veut utiliser ne marchera pas. Donc, on va donner le traitement uniquement aux patients qui n'ont pas la mutation. Pourquoi? Parce que donc, le traitement en question, ce sont des anticorps qui ciblent le récepteur EGFR. Et on l'a dit en dessous, il y a une cascade de signalisation avec RAS, RAF et d'autres protéines en dessous.
quand on bloque le GFR, si en dessous la cascade est déjà activée, ça ne sert à rien de couper le robinet au-dessus parce que ça fuit par en dessous. Donc on sait que s'il y a une mutation RAS, les anti-EGFR ne sont pas efficaces. Donc ces tumeurs avec des mutations RAS, ça représente à peu près 50% des cancers du côlon. Mais le message, c'est que du coup, pour recevoir un traitement anti-EGFR, cetuximab ou panitumumab, il faut avoir une tumeur qu'on appelle RAS sauvage, c'est-à-dire sans mutation dans ces gènes. Ensuite, il y a une deuxième mutation qui, elle, par contre, fonctionne plus selon le mécanisme d'addiction qui a été expliqué tout à l'heure. C'est-à-dire que comme elle est mutée, elle envoie le signal à la cellule « divise-toi, divise-toi, divise-toi ». Cette mutation, elle se situe un étage en dessous de RAS, au niveau du gène qui s'appelle RAF, avec une mutation très particulière qui est la mutation BRAF V600E, qui est une mutation dont vous avez peut-être déjà entendu parler dans les mélanomes, on la trouve aussi dans d'autres cancers, mais dans les cancers du côlon, elle est plus difficile à traiter que dans les mélanomes, parce que dans les mélanomes, il suffit de bloquer RAF pour avoir un effet thérapeutique, alors que dans les cancers du côlon, ça ne suffit pas. Donc cette mutation BRAF V600E, ça concerne à peu près 8% des cancers colorectaux. On l'a dit, c'est associé à un moins bon pronostic. C'est plus souvent des tumeurs du côlon droit et qui donnent des métastases qui peuvent être difficiles à opérer parce que ça donne des coulées ganglionnaires qui peuvent être difficiles à retirer et de la maladie au niveau du péritoine. Mais donc, ça a un intérêt en termes de traitement pour une combinaison d'inhibiteurs que l'on donne en traitement de deuxième ligne. Et donc, pour les patients qui ont déjà reçu une chimiothérapie en premier et dont la chimiothérapie n'est plus efficace, on associe un anti-RAF avec un anti-EGFR pour couper la cascade à 2 niveaux parce que, comme je vous le disais, à la différence des mélanomes, couper à un seul niveau ne suffit pas pour ces tumeurs-là. Un message important, c'est que ces anomalies ne sont pas exclusives de l'instabilité des microsatellites. Il y a 30% des BRAF mutés qui sont MSI et 30% des MSI qui sont BRAF mutés. Donc, ils peuvent bénéficier des 2 types de traitements. Et quand on parlait tout à l'heure de à qui on donne la priorité, si on a une tumeur qui a les 2 anomalies génétiques, on privilégie l'immunothérapie en première intention parce qu'on sait que ça marche très bien et que ça marche mieux que la double inhibition BRAF et EGFR qu'on se garde en ligne ultérieure dans la séquence thérapeutique. Dernier type de thérapie ciblée qu'on a pour les cancers du côlon, c'est les antivaisseaux, les anti-angiogéniques. Donc ça comprend le bevacizumab et l'aflibercept. Pour ces traitements-là, il n'y a pas de marqueur de sélection qui soit validé donc pour la pratique clinique, mais on pense qu'il peut y avoir un impact du côté duquel se trouve le cancer. Et en particulier pour les cancers du côlon qui n'ont pas de mutation RAS, il semble que quand les tumeurs sont situées du côté droit du côlon, elles sont plus sensibles aux antivaisseaux qu'aux anti-EGFR. Et quand elles sont situées du côté du côlon gauche, elles sont plus sensibles aux anti-EGFR qu'aux antivaisseaux. Donc ça peut expliquer pourquoi on privilégie, alors que la tumeur est RAS sauvage, l'un des traitements plutôt que l'autre en fonction du côté concerné du cancer. Mais bien sûr, cette dichotomie anatomique côlon droit, côlon gauche est en fait une simplification qui recouvre des mécanismes biologiques plus complexes qui sous-tendent cette différence de sensibilité au traitement. On l'a dit, il y a d'autres marqueurs qui ne sont pas encore validés pour la routine, notamment HER2, MET, des transcrits de fusion qui ont été décrits également. Ces marqueurs-là ne permettent pas d'accéder à des traitements en routine, mais par contre, il y a des essais cliniques qui sont ouverts et on les trouve, ça a été évoqué aussi tout à l'heure, plus souvent dans les tumeurs qui n'ont pas de mutation RAS. Parce qu'on sait que quand il y a une mutation RAS, il n'y a rien d'autre en général qui soit ciblable dans la tumeur. Alors que si la tumeur est RAS sauvage, il y a un vrai intérêt à faire un profil moléculaire plus large pour voir si on ne peut pas accéder à des traitements dans le cadre d'essais cliniques. Pour ce qui est de la place de l'ADN tumoral circulant, pareil, c'est dans le cadre d'essais cliniques à l'heure actuelle, même si dans certains centres, on l'utilise en particulier chez les patients qui avaient une tumeur RAS sauvage, qui ont reçu des traitements par anti-EGFR. Et dans ces cas-là, on peut voir émerger dans le sang des cellules RAS mutées.
et qui sont des mécanismes de résistance. Et dans ces cas-là, on sait qu'on ne peut pas réutiliser ultérieurement les anticorps de type anti-EGFR. Mais pour l'instant, ce n'est pas validé en routine. Et donc, pareil, il y a des essais cliniques à la fois pour voir l'intérêt pronostique et l'intérêt prédictif de ces mutations dans le sang. Et je voulais vous laisser juste avec un schéma très simplifié pour expliquer comment est-ce qu'on choisit le premier traitement pour les patients avec des cancers du côlon métastatiques. Alors, dans la situation où on aurait des métastases opérables d'emblée, on n'utilise pas de thérapie ciblée, on utilise simplement de la chimiothérapie. Par contre, si les métastases ne sont pas opérables d'emblée, dans ces cas-là, il y a 4 grandes situations. Quand la tumeur n'est pas mutée pour RAS, on utilise souvent une combinaison de chimiothérapie avec un anti-EGFR, avec la limite que je vous ai dit que pour les tumeurs du côlon droit, on peut, même si elle est RAS sauvage, privilégier un anti-vaisseau pour ces problèmes de différence de réponse au traitement. Si la tumeur est RAS mutée, on ne peut pas utiliser d'anti-EGFR et donc on va utiliser une combinaison de chimiothérapie avec un anti-vaisseau. Et quand la tumeur est BRAF mutée, c'est la même chose, on n'utilise pas d'anti-EGFR, on utilise une combinaison de chimiothérapie avec un anti-vaisseau. Et il y a le cas particulier des tumeurs qui ont une instabilité des microsatellites, pour lesquelles on n'utilise pas de chimiothérapie, mais on privilégie une immunothérapie en monothérapie avec le pembrolizumab, et on réadapte notre stratégie de traitement au fur et à mesure de l'évaluation par les scanners pour décider est-ce qu'on continue le même traitement. Est-ce qu'on va à la chirurgie, si elle est rendue possible après une réponse au traitement? Est-ce qu'on allège le traitement? Ou est-ce que s'il ne fonctionne pas, on en change pour passer à un traitement de deuxième ligne? Voilà, c'était ma dernière diapositive pour laisser du temps pour les questions. Merci beaucoup pour ces exposés là, très, très pointus et qui nous permettent néanmoins d'avoir un approche même bien globale de la situation. Dans la pratique, en fait, pour les patients, finalement, la première chose, c'est d'avoir cette idée de finalement carte d'identité de sa maladie. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui existe, c'est-à-dire, est-ce que dans la plupart des centres, au moment finalement du diagnostic, vous remettez ou vous expliquez vraiment cette carte d'identité de la maladie et éventuellement de sa répercussion familiale? Alors oui, normalement, quand on explique aux patients le diagnostic de son cancer du côlon, on donne un peu cette grande classe de traitement, au moins sur le côté de mutation RAS et sur le côté instabilité des microsatellites. Et en général, les patients savent, quand ils parlent de leur cancer justement pour un deuxième avis, ils connaissent ces 2 grandes caractéristiques parce qu'on leur a expliqué en quoi ça conditionnait leur traitement. Mais il reste une sorte d'inégalité quand même d'accès à ces screenings moléculaires, même si l'utilisation des mutations RAS, ça remonte maintenant aux années 2000-2010, hein, c'est des choses qui datent de plus de 10 ans, mais ces profils moléculaires, dans certains centres, sont réalisés soit tardivement, soit pas du tout pour la chimiothérapie de première intention. Et donc, il faut savoir poser la question, est-ce que cette information est bien disponible? Parce qu'on l'a vu, ça peut ouvrir des portes pour savoir si ça vaut le coup de faire des profils plus larges aussi. Alors, j'en profite pour remercier beaucoup pour rebondir sur une question dans notre fil. C'est vrai que là, ce soir, on s'est concentré sur finalement les cancers du côlon. Est-ce que c'est très différent pour les cancers du rectum? Parce que c'est vrai qu'on parle des cancers colorectaux, mais c'est quand même deux parties bien différentes de notre système digestif. Et donc, c'est peut-être pas superposable au niveau de cette recherche de mutation pour les cancers du rectum. Alors, pour ce qui est du MSI, c'est moins fréquent dans les cancers, c'est retrouvé moins fréquemment dans les cancers du rectum que dans les cancers du côlon, mais on le recherche aussi de façon systématique, quel que soit le stade. Et pour ce qui est des mutations RAS et RAF, elles sont recherchées de la même manière au stade métastatique dans les cancers du rectum. La stratégie en termes de recherche d'altération est commune, que ce soit pour les cancers du côlon ou les cancers du rectum, même si les stratégies plus globales périopératoires notamment peuvent différer entre ces 2 types de tumeurs. Merci. Alors, si on comprend bien, dans le cancer du colorectal, il y a finalement les mutations somatiques et les mutations constitutionnelles.
quand on a une mutation d'ordre héréditaire, quelles sont les recommandations en termes de prévention pour la famille? C'est des questions qui nous avaient été remontées en amont de la conférence. Alors en fait, c'est des dossiers qui sont discutés en RCP en général, d'oncogénétique, parce que de la même manière qu'on l'a dit, le parcours thérapeutique est personnalisé, le parcours de surveillance pour le patient et son entourage est aussi discuté en RCP. Globalement, il faut rappeler que, indépendamment de la prédisposition génétique, pour les apparentés de quelqu'un qui a eu un cancer du côlon, il y a une indication à faire une coloscopie à partir de l'âge de 45-50 ans chez les apparentés au premier degré, même s'il n'y a pas de prédisposition héréditaire identifiée. Je pense que c'est un message important à refaire passer, donc par une coloscopie. Et pour les patients chez lesquels il y a une prédisposition héréditaire identifiée, donc si c'est dans le cadre du syndrome de Lynch, parce qu'il existe d'autres prédispositions sur lesquelles on n'a pas abordé là parce qu'ils n'ont pas d'impact en thérapeutique, mais donc comme c'est dans le cadre du syndrome de Lynch, on surveille globalement le tube digestif bas, donc le côlon, on surveille aussi l'estomac et le duodénum en faisant des endoscopies digestives hautes. Pour les femmes, il y a une surveillance au niveau de l'endomètre et il y a des surveillances de cytologie urinaire pour surveiller les voies urinaires. Le calendrier et donc l'âge de début dépendent un petit peu de chaque cas. Et il faut tenir compte du fait que pour les apparentés, on ne leur fait ce planning de surveillance que si on a identifié chez eux la mutation. Donc d'où l'intérêt d'adresser le patient index en oncogénétique pour identifier la mutation constitutionnelle et ensuite chez les apparentés, on regarde s'ils sont porteurs de la mutation et c'est s'ils ont la mutation que l'on déploie ce calendrier de surveillance. Très bien. Alors, une dernière chose, au tout début de votre présentation, Dr Nina, vous nous avez rappelé l'importance du dépistage. Le dépistage du cancer colorectal, il est encore très peu utilisé par les Français en général, 28% en 2020, donc c'est pas beaucoup. Par contre, on avait participé avec une enquête à faire connaître finalement la position des Français sur comment est-ce qu'on pourrait améliorer ce dépistage. Et il y a deux pistes, alors qui étaient certainement travaillées depuis longtemps, mais enfin qui étaient sorties très nettement dans notre enquête et qui vont être mises en place dans les semaines et mois qui viennent. C'est que le kit de dépistage sera donc accessible directement pour les Français en le demandant en ligne et aussi chez le pharmacien d'officine à partir du printemps 2022. Donc l'idée de rendre ce kit beaucoup plus accessible sans être obligatoirement obligé de passer par une consultation chez le médecin traitant pourra permettre peut-être de diagnostiquer ces maladies plus tôt, parce que comme le cancer du poumon, une des grandes difficultés de ces cancers, c'est qu'on en parle probablement pas assez et que finalement on diagnostique encore assez tardivement ces maladies. Donc voilà, c'est un peu un autre sujet, un autre débat. On aura l'occasion de faire d'autres webconférences. Il est déjà assez tard, on a un peu débordé, mais voilà, pour vous dire un très grand merci et probablement à bientôt pour d'autres rendez-vous. Donc n'hésitez pas. Merci à tous pour être venus participer à cette webconférence. Merci de répondre aussi à la petite enquête pour nous donner des indications de comment continuer à proposer des webconférences utiles et grâce à nos intervenants que je remercie ce soir. Merci infiniment à tous. Le replay va bientôt être disponible. À très vite et merci encore infiniment pour votre disponibilité. À très vite. Bonne soirée. Merci, bonne soirée.